Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Vous êtes nombreux à travers le monde. Vous suivez le magazine École de la Sagesse. C'est le deuxième jour, je veux dire la deuxième séance de l'École de la Sagesse depuis que nous sommes de retour. Les feedbacks, il est important parce que quand j'entends chez plusieurs personnes qui sont contents, qui sont heureux, qui partagent ça en famille, que les parents sont d'accord, c'est un grand honneur. Surtout quand on suit les plus jeunes, même ceux de notre génération, considérer le fait que le travail que nous faisons est important. Je le dis encore une fois avec beaucoup d'humilité. C'est un grand plaisir. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre sujet de la fois passée. C'était sur le commandement, les autres commandements. Eh bien, on l'avait dit, les autres commandements. C'est vrai, on va dire, mais dans la Bible, il n'y a pas de soubassement. Je ne suis pas un prédicateur de la Bible, je ne suis pas un prédicateur du Coran. Je suis tout simplement celui qui partage avec vous certaines connaissances que vous pouvez aussi appliquer chez vous et ça peut produire des effets. Parce qu'en réalité, ce qui manque dans notre pays, c'est ces repères, c'était cette absence de repères, parce que nous ne l'avons pas, on va dire, on ne l'a pas créé. Ça va être fort si je dis qu'on ne l'a pas créé. Il y a des repères, mais peut-être qu'on ne met pas assez de lumière sur ces repères-là. Nous ne le regardons pas comme il faut. Nous ne leur accordons pas l'importance qu'il faut. Dans d'autres pays, par exemple, quand on rencontre un professeur, quand on rencontre un médecin, quand on rencontre un militaire, tout ça, vous sentez le respect dans le regard des autres. Parce qu'on se dit, un professeur, c'est quand même quelqu'un qui est allé à l'école, qui a étudié, qui a appris. Il est dépositaire d'une certaine connaissance. Et quand on rencontre des médecins, on sait tous que c'est des gens qui, voilà, qui tiennent en vie, et ainsi de suite. La preuve, lorsque vous êtes dans un avion, quand il y a un problème, la première personne qu'on appelle, c'est d'abord le médecin. Est-ce qu'il y a un médecin parmi vous? Parce qu'on sait que celui-là est un détenteur de la vie. Et ainsi de suite. Et d'autres sociétés sont allées un peu plus loin, comme par exemple en Chine, au Japon, bref, en Asie, où ils placent le vieillard, si vous voulez, à une position d'importance. En Chine, lorsque vous êtes dans un taxi ou dans un bus public, n'importe lequel, lorsqu'un aîné entre, je veux dire un vieux, quand il entre, ou une vieille quand il entre, il ne vous demandera même pas. Vous allez vous lever de vous-même parce que les enfants sont éduqués comme ça. Au Japon, c'est encore drastique, mais le problème, c'est qu'ils ont mis de la lumière à ce qui est important, ou sur ce qui est important. Mais malheureusement, chez nous, il y a cette sorte d'inversion des valeurs, mais surtout le silence total de ces repères. Et vous n'avez qu'à le voir dans les endroits publics, quand vous voulez prendre un taxi, j'ai vu des femmes enceintes trimées, alors que des jeunes gens, voilà, ils s'est bousculés pour rentrer dans des bus. J'ai vu des vieilles personnes rester, et alors que les jeunes gens étaient là. Donc, c'est dire que nous avons perdu toutes ces valeurs qui pouvaient en réalité faire de nous des hommes. En fait, ces valeurs qui définissent les humains. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il y a d'autres commandements, en dehors de la Bible bien évidemment, d'autres commandements importants à inculquer aux gens. Des commandements, ça veut dire des valeurs que nous ne devons pas oublier. Ce sont les valeurs qui rappellent que nous sommes différents des animaux. C'est des valeurs qui rappellent que nous sommes différents des êtres inférieurs. Mais même quand on parle des animaux, il y a certains moments où les animaux nous enseignent. Regardez, lorsque les éléphants sont menacés, ils font un cercle, ils mettent le vulnérable, c'est-à-dire les petits-enfants, et ceux qui sont blessés à l'intérieur, et les plus robustes font la barrière. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont compris la notion de protéger les faibles. Et vous allez voir chez les lions la même chose, lorsqu'un lionceau est encore petit, il est vulnérable. Et qu'est-ce qu'on fait? La troupe protège les vulnérables. Mais malheureusement, chez nous, nous profitons des vulnérables. Nous attendons que les gens deviennent faibles pour abuser d'eux. L'église abuse des faibles, l'école abuse des faibles, l'hôpital abuse des faibles. En fait, quand vous allez à l'hôpital, vous n'avez pas l'impression que vous êtes malade, vous êtes patient. Vous avez l'impression que vous êtes un client. Parce qu'en réalité, on vous saigne à blanc. Un peu comme si c'était une occasion de vous détruire complètement. En fait, ce sont les indicateurs qui montrent que votre société est en perte. Votre société devient de plus en plus animalière. Mais encore une fois, les animaux ont quand même un certain code d'éthique qu'ils gardent, qu'ils conservent. Chez nous, ce n'est plus le cas. Quand on est malade, c'est l'occasion de vous ruiner complètement. Combien de gens s'appauvrissent pour se guérir, ou pour guérir, ou pour se soigner? Combien de gens s'appauvrissent? Quelqu'un est malade, il vient voir un médecin, et le médecin sait, il sait pertinemment que la personne n'a pas de moyens, que la personne n'a pas de ressources. Mais le médecin va mettre la personne dans une pression telle que le gars va aller s'endetter ou vendre tout ce qu'il a de mieux pour guérir. Mais après, il retombe dans le même problème.
J'ai vu des parents à qui on a fait acheter des produits, alors que le médecin savait lui-même que ça ne les servira à rien. Mais on l'a quand même fait acheter des produits. Et vous savez, lorsqu'on est dans un état, dans ces conditions-là, c'est compliqué quand même. On paye tout. C'est ça ce qu'on appelle le déficit d'éthique. Quand on n'en a plus, c'est compliqué. Quand on n'a plus des valeurs qui gouvernent, ce n'est plus important, on n'est plus un homme, on cesse d'être un homme. Parce que l'homme doit avoir des interdits, même quand il a faim. Il doit avoir des limites, même quand il a tellement besoin de quelque chose. Mais l'homme doit être dicté par ces valeurs-là. Ça veut dire, ça je ne peux pas faire. Quels que soient les cas, je ne le ferai pas. Mais la question, où sont vos limites aujourd'hui? Où sont vos limites? Parce que quand vous n'en avez plus, c'est fini. Où sont vos limites? Quelqu'un est malade, il est sur le lit de l'hôpital. Vous l'opérez et vous dites, bon, tu coûtes hernie, vous voulez qu'il vous réponde quoi en ce moment-là? Que l'hernie soit vraie ou fausse? La personne va débourser de l'argent. Il va débourser de l'argent parce qu'il est dans une mauvaise posture. En fait, la notion de la vulnérabilité qui devient une marchandise et la notion de la vulnérabilité qui appelle à la solidarité distingue les peuples. Vous allez dans d'autres pays, on a même des trottoirs pour aveugles. Ça dit même pour eux, ça dit que c'est des gens qui ne voient pas, mais on a quand même fait des trottoirs pour eux. Il y a des places réservées pour eux. Il y a des parkings entiers pour eux, pour des aveugles, pour des handicapés et pour le reste. Au moins, on sait que ces gens-là ont été défavorisés par la nature et nous, la société, nous allons le prendre en charge. Mais nous, non, chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, ce n'est pas le cas. Déjà, les regards sanctionnent. Vous avez un enfant qui a une malformation. Vous le cachez à la maison parce que vous avez honte et vous avez peur du regard des autres. En faisant quoi? En tuant l'autre. Or, ailleurs, les enfants qui ont des malformations sont des gages de vie des parents. Il y a des parents qui ne vivent qu'à cause de ça. Parce que l'État paye ces enfants-là, parce qu'il faut les divertir, parce qu'il faut les occuper un peu. Mais chez nous, c'est l'inverse. En réalité, votre société est définie par ce que vous valorisez et ce que vous ne valorisez pas. Ce n'est pas le fait de prier longtemps, ce n'est pas le fait de faire des jeûnes et prières, ce n'est pas le fait de délivrer des malades, mais c'est le regard que vous avez dans votre société, le regard que vous avez des vulnérables. Regardez les structures académiques aujourd'hui ou scolaires. Quelles sont ces structures scolaires qui prennent en charge les démunis, les enfants de pauvres, les enfants les orphelins, les abandonnés? Il y en a peu, pas beaucoup en tout cas, pas beaucoup. Le problème, c'est que où est la caisse des pauvres? Où est la caisse de ceux qui manquent? Ou ceux qui n'ont pas la capacité de chercher avec leurs propres mains, comment vont-ils manger? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question? Merci beaucoup, madame. Est-ce que nous nous sommes déjà posé cette question? Ceux-là qui n'ont pas de mains, ceux-là qui n'ont pas de bras, ça veut dire qu'ils ont été privés, pas parce qu'ils ont voulu, mais par la nature. Est-ce que nous nous sommes déjà posé la question, comment font-ils pour vivre? Est-ce qu'il y a des écoles pour eux? Est-ce que l'État prend en charge ces gens-là? Mais la question, c'est que l'État, si déjà les hommes valides n'en bénéficient pas, est-ce que les invalides vont en bénéficier? Et pourquoi vous allez voir dans d'autres sociétés, les concepts changent chaque jour. Avant, on les appelait des handicapés. Aujourd'hui, on change. On dit des personnalités à des personnes à mobilité réduite. On change de termes. En fait, tout ça, c'est pour éviter la charge psychologique. Dans le regard, il faut changer la manière. Donc, voilà un peu ce que je voudrais dire. C'est que nous devons savoir ce que nous voulons, ce que nous cherchons en traitant les autres. Voilà pourquoi je le dis. Le commandement, ce sont des valeurs qui doivent nous gouverner. Si nous n'avons pas, c'est compliqué. L'éthique, j'en parlerai toujours, l'éthique. Je conseille toujours aux plus jeunes, je leur dis, c'est quand vous êtes jeune que vous devez cultiver l'éthique. Que vous devez cultiver les valeurs. Votre entourage doit savoir que vous avez des valeurs, que vous êtes porteur des valeurs. Dans votre manière de parler, dans votre manière de vous tenir, dans votre manière de vous habiller, dans votre manière de communiquer avec les autres, l'on doit sentir en vous des valeurs. Celui qui a des valeurs ne raconte pas des bêtises, même sur les réseaux sociaux. Celui qui a des valeurs ne raconte pas de bêtises. À partir de quel moment un enfant qui a ses parents va rester nu sur les réseaux sociaux? À partir de quel moment? Moi, je me pose toujours la question quand je vois les filles nues sur TikTok danser de façon idiote et bouleversante. La question que je me pose, est-ce que ça peut être parents?
est-ce que bazarapé na ba boti na bangope? Est-ce que bazarapé na ba yaya? Parce que je m'imagine moi à mon temps, orphelin que j'étais d'ailleurs, j'imagine moi à mon temps, mais c'est la mort. Comment je ferais un truc pareil? Comment? Non, ça veut dire que ça commence d'abord par toi-même. Où se trouve la censure naturelle que vous avez en vous-même? Votre jugement. C'est des choses qu'on ne vous interdit pas. Vous vous interdisez vous-même. C'est-à-dire vous-même. Parce qu'on ne vous interdira jamais de manger la saleté. Vous-même, vous allez ne pas manger la saleté parce que vous savez les conséquences de cela. Vous voyez que les gens n'ont pas ce qu'on appelle le bomoto. Bomoto est sauté. Les gens font ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Et quand vous regardez sur les réseaux sociaux, certains challenges démontrent en réalité la nature de l'éducation que les gens ont reçue chez eux. Certains challenges, vous dites, mais waouh! Est-ce qu'elle a un père, celle-là? Est-ce qu'elle a une mère, au moins? Est-ce qu'elle a des frères? Est-ce qu'elle a des sœurs? Ou est-ce qu'il a des frères? Bref, vous vous posez autant de questions. Parce que le problème, c'est la famille. Et Socrate l'avait dit. Socrate l'a si bien dit. L'affaissement d'un État commence par l'affaissement de la famille. Lorsque la famille est détruite, l'État sera détruit. Un enfant qui ne respecte pas son père, qui ne respecte pas sa mère, ne respectera jamais le président de la République. Il ne respectera jamais une autorité publique. Jamais. Parce que l'image que votre père a de vous, l'image que vous avez de votre père à la maison, c'est l'image de l'autorité dans la société. Alors si vous n'avez aucune valeur, vous n'avez aucune importance, vous n'accordez aucun intérêt aux choses sacrées, alors c'est quand même pas possible. C'est quand même pas possible. Et moi, à un moment donné, quand je regarde ces choses, je me dis, mais, oh là, c'est quand même, hein. Regardez la facilité avec laquelle les gens insultent aujourd'hui. Tu ne connais pas quelqu'un, tu ne connais pas quelqu'un. Et pouf, tu commences à insulter. Regardez dans le commentaire des réseaux sociaux, vous allez voir. Et vous posez la question à quelqu'un, est-ce qu'on a ébiété? Non, on a ébiété. Un sage disait, il faut plus ou moins beaucoup de temps pour juger de l'idiotie de quelqu'un. Mais peu de temps pour comprendre qu'il est intelligent. Ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire qu'en tant qu'humain, ça peut arriver que nous puissions commettre de fautes. Mais ces fautes-là ne nous définissent pas. Parce que ça arrive dans la vie de quelqu'un de commettre des fautes. Mais maintenant, si vous êtes une société qui sanctionne la première erreur vous la sanctionnez, et vous définissez les gens en fonction de ces erreurs-là, c'est compliqué. C'est compliqué. Dans chaque comportement, il y a une histoire. Dans chaque comportement. Dans chaque action que quelqu'un pose, il y a une histoire. Il y a une idéologie. Il y a une cause. Des gens sont devenus méchants parce qu'ils ont été victimes parfois de la méchanceté. Et ils n'ont rien d'autre à reproduire que de la méchanceté. Ces gens-là sont des victimes, ils ne sont pas de bourreaux. Ils ne sont pas des bourreaux. Il faut les appeler, les écouter, les aider à retrouver le bon chemin. Vous avez aujourd'hui des sociétés, des gens qui n'ont pas d'amour. Et vous dites, mais il n'a jamais été aimé, il n'a jamais profité de l'amour. Il ne sait pas ce que c'est l'amour. Vous voulez qu'il donne quoi? Oh non, mais lui ne me complimente pas. Mais lui-même n'a jamais été complimenté. Il ne sait même pas ce que c'est un compliment. Vous voulez qu'il complimente quoi? Et ce sont des personnes comme ça qui blessent. Et qui blessent, qui continuent à blesser. Pourquoi? Parce qu'un lion blessé blesse aussi. Quand on a été blessé, on peut toujours blesser. Il faut des valeurs donc qui gouvernent notre vie. Qui nous aident à nous élever au rang des hommes normaux. C'est des valeurs. C'est des valeurs. Parce que la valeur d'un homme, ce n'est pas le fait d'avoir des jeeps, d'avoir des beaux habits, ce n'est pas le fait d'être une femme jolie, d'avoir tout ça. C'est la capacité que vous avez de vous identifier en dehors des biens matériels. La capacité de vous identifier comme vous. Et c'est ça être un homme. Il y a des gens aujourd'hui, ils se mesurent en fonction de ce qu'ils ont. C'est-à-dire quand il a l'argent, il parle un peu beaucoup. Et quand il n'en a plus, il ne parle pas, il se tait. Un peu comme si l'argent était son carburant de vie. Non, il faut commencer à vivre indépendamment de ce que vous avez ou de ce que vous n'avez pas. Vous devez vivre de ce que vous êtes au fond de vous. Qu'est-ce que vous êtes en réalité? Qu'est-ce que vous êtes en réalité? Les gens ont tout perdu. Toutes les valeurs que l'on pouvait avoir, nous sommes en train de le perdre chaque jour à cause de l'hypocrisie, de l'apparence, hein, de la recherche de la validité, ainsi de suite. Et quand vous regardez les gens aujourd'hui, ce que vous allez remarquer, c'est quoi? Sur les réseaux sociaux, par exemple, parce que c'est ça le véritable danger qu'on a aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, vous remarquerez une chose. Merci. Sur les réseaux sociaux, vous remarquerez une chose. Toutes les personnes qui sont à la recherche du buzz
sont des gens qui souffrent à l'intérieur d'eux. Ils cherchent un moyen d'exister parce qu'ils ne peuvent pas exister en dehors de cela. Ils cherchent le buzz, ils cherchent l'attention, ils cherchent le regard, ils cherchent la validation des autres. En eux-mêmes, ils ne peuvent pas vivre. Et c'est ça, je veux dire, le plus bas niveau de l'homme. Quand on commence à chercher la validation des autres. On commence à chercher que l'on nous aime dans les commentaires, qu'on dise que tu es beau, que tu es gentil, oh mais tu es joli. Et quand on regarde ça, c'est comme nos vitamines, on commence à... Et vous allez commettre beaucoup de fautes, beaucoup de bêtises, parce que vous le recherchez. Abou Bakr dit ceci, fouillez les honneurs, l'honneur te suivra. Chantez la mort, la vie sera avec toi. Le problème, c'est que nous regardons souvent à des choses futiles, notre perception est erronée, notre conception est abîmée. Voilà pourquoi nous produisons le chaos autour de nous sans qu'on le sache. Nous voulons atteindre un niveau, mais nous ne sommes pas prêts à payer le prix de ce niveau-là. Et ça, j'entends souvent les gens. Quelqu'un dit, je veux être un grand conférencier. Les grands conférenciers sont des lecteurs, des très grands lecteurs, des très grands chercheurs. Des gens qui passent leur temps à expérimenter, à observer. Ce n'est pas des gens comme ça, on raconte, on ramasse aujourd'hui parce que tu sais parler français, pam, pam, tu commences à raconter des histoires. Et voilà, on est dans une société comme ça, où vous avez des entrepreneurs qui vont enseigner l'entrepreneuriat, mais eux-mêmes n'ont jamais entrepris, même pas leur propre vie. Mais ils sont entrepreneurs. Et on va faire des colloques, on va faire des séminaires d'entrepreneuriat. Mais toi-même, tu as entrepris déjà quoi? Qu'est-ce que tu as déjà entrepris? Quelqu'un vous dit les 5 leçons pour réussir sa vie. Mais lorsque vous regardez la personne en question, c'est l'adresse sociale de la misère, de la pauvreté. Mais pourquoi tu vas dire des choses que tu n'as pas expérimentées? Les choses que tu n'as pas expérimentées restent vaines. Vous allez le dire, les gens vont écouter, mais il n'y aura pas d'enracinement parce qu'il n'y a aucun esprit derrière ces choses. La différence entre ceux qui impactent la vie des gens et ceux qui ne font que raconter, ceux qui impactent la vie des gens parlent de leur expérience. Ils savent ce que c'est. Et il y a un esprit qui gouverne ça, qui guide ça. La théorie, elle est bonne si seulement la pratique peut lui obéir. Alors revenons sur des questions plus simples. Les valeurs que nous avons perdues. J'ai envie de vous parler de quelque chose que vous connaissez. La loyauté. Ah, la loyauté. La loyauté, ces sentiments, cet attachement sincère que l'on doit avoir envers une personne, envers une idée, envers un groupe, envers un programme. Cet attachement sincère. Est-ce que les gens en ont encore aujourd'hui? Ceux qui crient la loyauté, sont-ils véritablement loyaux? Ou la bonne question, ils sont loyaux jusqu'à quand? Que Dieu nous épargne des gens qui viennent autour de nous pour sucer ce que nous sommes. En réalité, ce n'est pas nous. Ils te font croire qu'ils te soutiennent, qu'ils sont avec toi, qu'ils sont d'accord avec toi, jusqu'au jour où ils auront mieux. Et ils partiront. La loyauté, ce n'est pas ça. La loyauté, c'est le fait de dire, j'appartiens à cette idéologie. C'est comme dans le livre de Ruth. Ceux qui ont lu Ruth savent l'histoire de Ruth. Je m'attache à toi. Quels que soient les cas, je m'attache à toi. Où tu mettras le pied, je mettrai le mien. C'est ça, être loyal envers quelqu'un. Être loyal envers une idéologie. Et être loyal ne veut pas dire suivre aveuglément quelque chose. Non, ce n'est pas ça être loyal. Être loyal ne veut pas dire aller comme ça, tête baissée. Non, c'est un dévouement que l'on accorde, que l'on a pour quelque chose. Mais où est la loyauté aujourd'hui? La loyauté, elle est où? La loyauté, elle est où? Cette volonté que l'on a, cette forte volonté de respecter son engagement, de respecter sa volonté, de soutenir quelque chose, malgré les moments difficiles. Les gens confondent la loyauté et la fidélité. Ce n'est pas la même chose. Je peux être fidèle, mais je ne suis pas loyal, en fait. Je peux être fidèle à quelqu'un, je ne suis pas loyal. La fidélité, c'est l'exclusivité. Je n'ai que toi et c'est tout. C'est ça la fidélité. Je n'ai que toi, je ne garde que toi, on n'a que toi. Mais ce n'est pas ça la loyauté. La loyauté va au-delà du simple fait que d'être avec toi. Parce que la fidélité, c'est que si on n'est plus ensemble, c'est bon, je sais ma vie.
C'est une période. Je t'aime. Ah bon, c'est bon avec toi. Le jour, c'est bon, c'est fini, c'est fini. Je m'engage à quelqu'un d'autre, c'est fini. Et je peux là-bas faire ma vie comme on peut. Mais la loyauté va au-delà de simple fait d'appartenir à quelque chose. Non, ça va au-delà de ça. C'est le fait de se donner des principes en disant « Je ne ferai rien qui puisse entrer en conflit avec mon engagement par rapport à vous. » Les personnes loyales sont des gens qui peuvent garder le secret même quand ça bouge dans tout le sens. Les personnes loyales, ce sont ces gens-là. Et est-ce qu'on en a encore aujourd'hui? On a plus des flatteurs, des profiteurs, des gens qui sont autour de vous pour un intérêt. Voilà pourquoi moi, quand les gens m'approchent, je les regarde, je dis « Ok, ok ». Et vous devez savoir une chose, comme je l'ai dit déjà dans un enseignement, ceux qui sont trahis ou ceux qui se sentent trahis sont ceux qui ont beaucoup attendu. Dans la vie, si vous n'attendez pas beaucoup, vous ne serez pas beaucoup trahi. Parce que la déception, c'est le rendez-vous manqué de quelque chose qu'on attendait. Ah, même lui, il m'a fait ça. Mais pourquoi pas? Il pouvait te faire ça. Mais quand dans ton esprit, tu sais que l'homme peut changer, ad nutum, tu n'auras pas de problème. Tu vas juste constater les départs, constater les dégâts, constater le choc. Tu diras, ah, ok. Ah, ben c'est bon. Vous savez pourquoi le loup ne crie pas à la trahison? Parce qu'il est solitaire souvent. Il n'attend rien. S'ils vont chasser dans une meute, et puis ils mangent, et puis chacun fait sa route. Ils vont se retrouver un autre jour juste pour manger, pour faire la chasse. Chacun fait sa vie. Et il n'y a presque pas de... Non, là, on l'a destitué. Il n'y en a presque pas. Mais le lion, lui, qui reste toujours dans une meute, finit par être trahi. Par qui? Par des gens qui lui-même a nourri, lui-même a protégé. Et c'est ce que Machiavel enseigne. C'est Machiavel, mais aussi d'autres auteurs en ont parlé. Sun Tzu, par exemple. Ils expliquent qu'il faut mélanger les deux. Avoir la ruse du renard et la force du lion. La ruse du renard, pourquoi? Le renard, c'est le seul animal qui n'est jamais destitué. Il est tellement malin qu'on ne le destitue pas. Il meurt de vieillesse et puis c'est fini. Mais le lion, lui, qui est fort, qui est grand, est l'animal le plus... Enfin, qu'on a toujours destitué. Toujours. Pourquoi? Parce que le lion, quand il crie, c'est pour menacer les ennemis qui sont à l'extérieur. Mais il ne voit jamais l'ennemi à l'intérieur. Il ne voit jamais. Parce qu'il est tellement dans l'attaque qu'il ne regarde pas sa base arrière. Le renard, ce n'est pas le cas. Le renard cherche déjà à éliminer les ennemis à l'interne. Parce qu'à l'externe, il sait que ça va venir, mais à l'externe, je m'en occuperai. C'est comme ça. Et c'est pourquoi dans nos prières, quand vous priez, demandez à Dieu. Dites à Dieu, Seigneur, occupe-toi de mes amis. Je m'occuperai personnellement de mes ennemis. Parce que mes ennemis, je les connais. Mais mes amis, je ne les connais pas. Que Dieu vous aide à connaître vos amis, ceux qui font semblant d'être vos amis et qui attendent quand vous allez dormir pour qu'ils vous assomment. Et pour vos ennemis, restez vigilants. Connaissez-le vous-même. Connaissez-le. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être sauvés à cause de la méchanceté de leurs ennemis et qui seront tués à cause de la fausse gentillesse de leurs amis. N'oubliez pas ces choses, c'est très important. Le poison qui vous tue n'est pas le poison qu'on vend à l'extérieur, c'est le poison qui entre déjà à l'intérieur. Ce qui est à l'extérieur ne vous tuera pas, mais c'est ce qui est à l'intérieur qui vous tuera le plus. Le poison n'est pas dangereux quand il n'est pas en dehors du corps. C'est quand il est dans le corps qu'il devient très dangereux. Sinon, quand il est à l'extérieur, c'est une histoire. Il a tué les gens, mais toi, pas encore. Mais c'est quand il entre dans ton corps qu'il commence à te tuer. Et c'est là que tu te rends compte que c'est très dangereux. Développez cette capacité d'être autour, d'analyser votre entourage et de savoir qui est qui fait quoi. À qui je fais confiance, à qui je ne le fais pas. C'est important. Ne restez pas dans les apparences. Parce que si vous restez dans les apparences, vous allez souffrir. J'ai lu quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir. Et c'est une histoire que je voudrais vous raconter. Un jour, le ver de terre avait ses enfants. Et pendant qu'il parlait avec ses enfants, le ver de terre dit à ses enfants, chers enfants, quel est l'animal le plus dangereux que vous connaissez? Et l'enfant du ver de terre dit, ils étaient 3 ou 4, un enfant dit, papa c'est le lion, il est très dangereux, il est méchant, il mange les gazelles, ainsi de suite. Oh. Non, le petit frère a dit, non, pas les lions, est-ce que toi tu as vu la capacité de léopard? Les léopards tuent pour rien. Il tue, et puis il fait du gibier un piège. Il est au-dessus, il attend.
Et l'autre dit non, mais est-ce que vous savez la mâchoire de l'hyène? Il dit hyène? Non, c'est rien ça. C'est les loups-garous qui sont dangereux. Et dans les discussions comme ça, il s'est dit, voilà, il discutait. Et le ver de terre dit à ses enfants, l'animal le plus dangereux, c'est la poule. On dit, comment ça? Il dit, mais la poule, mais pourquoi? Parce que la poule nous mange. Est-ce que le lion nous mange? Ah ben non. Est-ce que le léopard nous mange? Ah non. C'est la poule qui nous mange. C'est la poule qui est l'animal le plus dangereux. En fait, c'est pour dire, choisissez bien vos ennemis. Il y a des gens qui sont méchants pour les autres, pas pour vous. Ne vous n'embrassez pas des guerres inutiles. Il y a des gens, peu importe leur méchanceté, ils ne vous feront rien. Parce que vous n'êtes pas une menace pour eux. Mais vous oubliez ceux qui vous tuent tous les jours. Ceux qui ne vous laisseront aucune occasion. Et avec le monde Internet que nous avons aujourd'hui, c'est pire. Juste avec un téléphone, on détruit la vie de quelqu'un. Quelqu'un est allé dormir dans un deuil. Il était à un deuil et il s'endort tout simplement un peu et on l'a filmé pendant qu'il ronflait. Et on prend les commentaires, on fait avec. Et vous savez ce que c'est? L'image de quelqu'un est allée comme ça. Mais qui fait ça? Son entourage. Son entourage. Le plaisir que l'on a de détruire Batuna Congo, moi ça m'étonne. Le plaisir que l'on a à faire du mal aux gens, moi ça commence à m'étonner quand même. C'est-à-dire que quelqu'un est capable de s'endetter pour acheter les mégas, pour propager une fausse rumeur à ton sujet. Mais quand il s'agit de propager la bonne nouvelle de toi, il met des doutes. Va favoriser. Aide. Vous savez pourquoi le problème? C'est justement parce que la méchanceté a gagné le cœur des gens. Et que les gens ne sont plus vrais. Et c'est ainsi que je vous dirais que, on va en parler un autre jour quand je parlerai de la méchanceté, la nature de la méchanceté. On en parlera. Mais donc, voilà, ce qui dérange aujourd'hui, c'est peut-être ça. Est-ce que les gens se connaissent encore? Est-ce que les gens ont encore le temps de se voir, de se regarder? Je le dis toujours, est-ce que vous avez le temps de vous regarder vous-même? Il y a une étude qui me fait rire jusqu'aujourd'hui. On parle de la vieillesse. Et ce qui m'a étonné, vous savez, c'est qu'on commence à être vieux à partir de 21 ans. Moi, je ne le savais pas. Parce que lorsque vous regardez en 1960, ou même à 1940, 42, même 20, qui ont gouverné le monde en ce moment-là? C'est des jeunes gens qui avaient 20 ans, 22 ans, 15 ans, 16 ans. Des vrais révolutionnaires, c'était ces gens-là. À partir de 22 ans, 23 ans, c'était des pères des familles déjà. À 20 ans, vous avez un monsieur qui a été déjà père des familles, responsable, il tenait une famille. Plus on évolue, plus la bêtise gangrène nos esprits, plus, un peu comme si on allait plus dans un élan d'enfantillage, en fait. Toko mabana mike, moi mingi, nous okande, makambupezo le kamwa mingi. Bon moto, responsabilité assoutées. J'ai entendu une fille sur les réseaux sociaux dire que ah non, moi, mais elle a 30 ans. Ah, mais attendez, à 30 ans, on n'est plus mon amouké. À 30 ans, on n'est plus mon amouké. 30 ans, c'est pratiquement la moitié, l'autre moitié des choses. À 30 ans, on n'est plus mon amouké. À 20 ans, on n'est plus mon amouké. 20 ans déjà, on n'est plus mon amouké. Si tu penses qu'à 20 ans, tu es mon amouké, il faut te réveiller un peu, tu fais un mauvais rêve. Il faut te réveiller. À 20 ans, tu n'es plus mon amouké. À 20 ans, tu as tout pour te prendre en charge. Tu as tout pour te responsabiliser. Le problème, ce n'est pas te prendre en charge. Tu as voulu qu'on travaille dans un bureau. Non, non, non. À 20 ans, c'est-à-dire que tu dois être en mesure de répondre à certaines questions de ta propre vie. À 20 ans, tu dois être en mesure de dire ça je fais, ça je ne fais pas. À 20 ans. Quand tu as 30 ans, c'est déjà fini, quoi. Tu as déjà joué une bonne partie de ta vie. Qu'on ne vous trompe pas, je ne suis pas ceux qui viendront vous caresser au sens du poil. Vous dire non, mais écoute, ce n'est pas de votre faute, c'est votre l'État, c'est votre pays. Oui, mes frères, tu peux accuser le pays. Tu peux accuser ta race. Tu peux accuser ton environnement. Tu peux accuser Dieu. Tu peux même accuser Satan si tu trouves personne accusé. Tu peux accuser Satan. Mais rassure-toi, ça ne changera rien dans ta situation. Mais vraiment rien. Tes accusations ne vont que t'alourdir toi-même.
Ça ne va pas t'aider à évoluer. La seule chose qui aide les gens à évoluer, c'est la remise en question. C'est la prise de conscience. C'est de dire que ça c'est bon, ça ne peut plus continuer comme ça. Le jour où tu te dis c'est bon, ça ne peut plus continuer comme ça, tu commences à avoir l'ouverture dans le monde. Tu commences à réévaluer ta vie. Posez-vous des bonnes questions tout simplement. Posez-vous juste des bonnes questions. Dites-vous, est-ce que vous êtes au bon endroit? Est-ce que vous êtes au bon endroit? Est-ce que vous faites les bonnes choses? Est-ce que vous avez les bonnes personnes autour de vous? C'est la chose la plus importante qui puisse exister. Sinon, le reste, ce n'est pas important. Parmi les commandements que je voudrais qu'on parle aujourd'hui, les commandements vont défiler à l'écran parce que je ne vois vraiment pas. Si on peut commencer avec le premier commandement et nous allons suivre jusqu'à la fin. Mais je vous invite à l'exercice de la vertu et à l'exercice de la compréhension de votre propre vie vous-même. Chaque matin, réveillez-vous, parlez à vous-même. Chaque soir, réveillez-vous, parlez à vous-même. Dites-vous, est-ce que je suis là où il fallait que je sois ou je ne suis pas là où il fallait que je sois? Posez-vous des questions tous les jours. Moi, je me les pose tous les jours. Ça m'arrive tous les jours. Je me dis, mais Nzambe Nangai, est-ce que Naza Penza place Nayo? Je me rappelle un moment de ma vie, je devais prendre une grande décision. Ça ne marchait pas, ça bloquait, ça m'empêchait d'évoluer. J'en avais là. Et dans ce bureau que vous voyez, c'est là, dans ce même bureau, je me mettais là, allongé par terre. Je ferme le bureau, mais allongé par terre. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça bloque? Parce qu'il faut à un moment donné avoir une conversation. Pas une prière protocolaire, non, mais une conversation. Avec toi et avec Dieu. Tu dis, mais écoute, comment ça se passe? Je fais tout ce qui est bien. J'essaie de faire bien les choses. Mais pourquoi ça ne marche pas? Et vous entendez Dieu parler. Et ce n'est pas que vous allez entendre Dieu parler dans la porte là-bas. Non. Vous entendez une voix, Dieu parle dans la paix et dans la tranquillité. Dieu ne débat pas avec quelqu'un. Il te donne la réponse et ça s'arrête là. Si tu n'as pas compris, il répondra autant de fois, mais la même phrase. Dieu n'est pas dans l'insistance. Non. Quand il te dit quitte, c'est quitte. Il ne dira pas quitte parce qu'il y aura des démons. Non, quitte, c'est tout. Et l'avantage avec Dieu, il te dit une chose, il te donnera la réponse de cette chose plus tard. Il te demande de quitter, mais pourquoi il faut que je quitte? Quitte seulement. Et c'est quand tu quittes, quand tu obéis. Voilà pourquoi l'obéissance est plus importante que le sacrifice. Quand tu obéis, tu commences à faire le premier pas, le deuxième pas. Dieu voit l'élan de l'obéissance. Il te donne les raisons pour lesquelles il fallait que tu quittes. Et tu commences à glorifier Dieu. Mais déjà, tu es parti de là. Ceux qui attendent les signes avant d'obéir, le signe arrive, mais ils ne peuvent plus obéir. Ça ne sert absolument à rien. Et c'est comme ça que ça se passe. Moi, j'étais là, en train de pleurer parfois. Je dis, mais Seigneur, comment ça se passe? Regarde ce qui se passe. Regarde, regarde. Et tu expliques à Dieu. Et tu vois une autre image en te disant, tu ne changeras pas ça. Tu n'as pas à le suivre, tu n'as pas à suivre ces gens. Reste focus. Mais reste focus, mais tu vois quand même. Il dit oui, je vois ce que tu ne vois pas et ce que eux ne voient pas. Fonce. Et quand tu fais confiance à cette voix qui te parle à l'intérieur, parce que Dieu ne parle jamais à l'extérieur, mais toujours à l'intérieur, tu avances, tu te rends compte que Dieu n'a jamais tort. Et ceux qui écoutent Dieu n'ont jamais tort. Et ils n'échouent jamais. Même lorsque l'humanité pense qu'ils sont en train d'échouer, Dieu sait qu'il est en train de réussir. Parce que parfois, la réussite avec Dieu peut ressembler à l'échec au point de vue des hommes. Mais Dieu sait que ça marche toujours. Et Dieu sait que ça marche. Et si vous n'arrivez pas à développer cette capacité-là, ça va être très compliqué. Parce que pour vous, ici, Samson a échoué. J'entends dans plusieurs prédications. Samson a échoué. Mais Samson n'a pas échoué. Il faut juste bien voir les choses. Il n'a pas échoué. Il a commis des erreurs, oui, mais il n'a pas échoué. Il n'a pas échoué. Donc, en réalité, le problème, c'est ici, il faut comprendre, avoir le lien que vous avez avec vous-même. Parler avec vous-même. Tu comprends, Paul? Avec toi-même. La nuit, tu te réveilles. À minuit. Moi, je prie généralement à 3 heures. Même quand je ne peux pas prier, ça arrive des moments où tu ne sais plus prier. Mais lève-toi. Prie. Brave le principe de ton corps. Tu as sommeil, tu veux continuer à dormir, mais tu restes éveillé. Et tu continues à dire des choses. Même lorsque tu dis, il y a des choses quand tu parles, quand tu pries, tu es tellement, tu as sommeil, tu racontes des histoires qui ne sont pas vraies. Tu sais plus ce que tu racontes en réalité. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ton corps est soumis à un principe. Parce que Dieu, c'est aussi le Dieu de principe. Et quand tu respectes ça, ça marche. Ça va. Parle-toi toi-même, la nuit, le matin, parle-toi toi-même.
C'est important. Évalue-toi. Il ne faut pas être, comment on appelle? Ne te flatte pas. Parce que le degré le plus grave, c'est de te flatter. Ne te flatte pas. Si tu sais que tu n'as pas encore vaincu la prostitution, tu n'as pas encore vaincu la masturbation, tu n'as pas encore vaincu, même si pour la masturbation, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, mais si tu n'as pas encore vaincu tout ce qui te bloque, tout ce qui t'empêche d'aller de l'avant, ne te considère pas comme celui qui a déjà vaincu ces choses-là. Non. Considère-toi comme celui qui se bat encore avec ces choses-là. Et présente-toi tous les jours devant Dieu avec ce fardeau-là. Il y aura un jour, toi, tu te lèveras et ces fardeaux resteront. Vous, le problème, vous arrivez devant Dieu, vous laissez vos problèmes dehors. Parce que vous voulez que Dieu vous voie saint. Dieu n'est pas intimidé par votre sainteté. C'est lui le plus saint. Il n'est pas intimidé par votre sainteté. C'est lui qui vous rend saint. Venez à lui tel que vous êtes, avec vos faiblesses, avec ton impudicité, avec ton vol, avec ton mensonge, avec ta jalousie, avec ta méchanceté. Viens et fais le tour souvent, souvent devant lui. Il y aura un jour où toi tu vas t'élever et ces problèmes-là vont rester là et tu sortiras bien. C'est ce qu'on dit, venez devant sa face tel que vous êtes. Et c'est important. Alors, la suite du commandement. On dit, tu ne rabaisseras pas ta femme devant d'autres femmes que tu poursuis, car c'est de l'immaturité. Ça, c'est le premier commandement que l'on doit dire aujourd'hui. Que des hommes qui font la cour à des femmes en utilisant la faiblesse de leur femme à la maison. Je ne comprends pas ça. Vous n'êtes peut-être pas encore marié, mais vous le serez demain. Ne commettez jamais cette erreur. Ne commettez jamais cette erreur que de minimiser la femme que tu as à la maison parce que tu dois plaire à une petite fille à l'extérieur ou à une femme à l'extérieur. Ne dites jamais le mal de vos femmes à la maison. Parce que vos femmes à la maison représentent le socle de ce que vous êtes en réalité, spirituellement et physiquement. Mais maintenant, si vous, au lieu de pour avoir une femme à l'extérieur, vous commencez à non, ma femme, vraiment, c'est une femme sale. Ma femme, vraiment, elle ne sait pas faire ceci. Ma femme, elle ne sait pas faire cela. Même la femme qui vous écoute à l'extérieur, si elle est sage, si elle est mature, elle saura que je suis en face d'un gamin. Je suis en face d'un gamin. Parce que pourquoi vous restez dans le problème? Si vous pensez que vos mariages sont en feu, quittez-le. Parce qu'une femme sérieuse ne voudra pas être une béquille d'un homme marié. Une femme sérieuse ne voudra pas être la béquille d'un homme marié. Un homme doit assumer ses fautes. Il doit assumer son choix. Par contre, si vous allez aborder une femme à l'extérieur, normalement, comme un homme aborde une femme, sans parler de votre femme à la maison, ça va encore. Vous vous assumez. Ma femme ne s'est pas préparée. Ma femme ne fait pas ceci. Ma femme, elle est vraiment mauvaise. Ma femme, elle est là. Ma femme, il y en a même qui font pire. Nous sommes en instance de divorce. Nous allons divorcer dans peu de temps. Notre vie, ce n'est plus... Quelque temps après, sa femme est enceinte. C'est le Saint-Esprit? Non. Dites-nous, quelque temps après, la femme est enceinte. Et pas qu'une seule fois, 2 fois, 3 fois. Mais c'est quoi? C'est quand vous avez des problèmes de divorce que la fertilité est plus forte. Le problème, c'est que les femmes aussi doivent comprendre que les hommes mariés ne doivent pas continuellement jouer avec elles. Si un homme marié vient te voir en insultant sa femme, boyaye. Simple, boyaye. Mobali o aye kolinga yo, akofingaka mwasi na ye, boya mobali wana aza mwana muke, aza maele mingite. Parce que akoboya mwasi na ye wana te, pona kote sa wana ndaku na ye. C'est pourquoi quand tu dis à un homme comme ça, ok, finis d'abord tes problèmes de couple, quand tu vas finir ça convenablement, tu viens me voir, il ne viendra plus. Parce que le problème de couple n'existe pas. Enfin, disons, ça existe, mais dans ces cas-là, ça n'existe pas. Mais si c'est un homme qui vient te voir calmement, dans toute sérénité, il vient te voir, il dit, ben, écoute, moi je t'aime. Mais on a marié, oui, mais je t'aime. Fais ce que tu veux, dis ce que tu veux, mais moi je t'aime. Est-ce que je suis en train d'encourager ça? Non. Mais je vous dis que je préfère encore des hommes mariés qui s'assument que des hommes mariés qui ne s'assument pas, qui accusent les femmes, parce que ça déshonore ta femme. Et ce qui se passe, c'est quand même compliqué. Je vois des hommes mariés qui permettent que Bassi Namangwa Libanda, Babenga Bassi Namangwa Ndaku, pour le filles. Mais comment vous... Bon, mais putain.
Je vais d'abord essuyer mon visage parce que il y a des choses, quand tu entends, tu dis, mais comment vous en arrivez là? Comment vous en arrivez là? Moi, je ne le dis pas parce que non, ceux qui me sentent, tous ceux qui non. Mais même dans des cas pareils, ça ne se passera jamais. Tu ne prendras jamais ton téléphone pour insulter. D'abord, même dans les discussions les plus simples, tu ne le feras pas. Tu ne le feras pas. Parce qu'un homme véritable, un vrai homme, protège ta femme. Tu dois protéger ta femme. Tes bêtises de l'extérieur ne peuvent pas entrer dans ta maison. On va voir ça avec vous quand on aura la leçon de le feu dans la maison. Nous amenons le feu nous-mêmes à la maison. Nous les hommes, parfois, nous amenons le feu à la maison nous-mêmes. Et bien, si on a et c'est la cas intercelle, parce que la femme a la capacité de multiplier par 10 ou par 100 ce que toi tu fais. Une femme, quand tu amènes la bêtise, elle va t'apprendre comment on a composé la bêtise. Ça se passe comment la bêtise. Et tu ne comprendras pas. Parce qu'avec une femme, quand tu allumes le feu, rassure-toi, tu ne l'éteindras pas. C'est elle-même qui éteindra, qui voudra éteindre le feu. Vous avez déjà vu une femme fuir la maison parce que qui m'est exaté? Vous avez déjà vu ça? Non. Les femmes, qui m'ont ceux qui, brutalité zali qui m'a pour battre dans nous autres. Mais moi ça qui m'a rendu côté pour qui m'exaté. Mais combien d'hommes fuient la maison pour m'accueillir à Robetoté? Elles ont une capacité, mais elles peuvent te pourrir la vie. Alors le gars, elle n'a rien dit, hein? Elle peut passer la chef toi-même. Imagine qu'une femme te dise, ben, écoute chérie, on doit parler. Mais c'est fini. C'est fini. Toi, à 8 h, on a besoin qu'on doit parler. Comme ça, 18 h. On doit parler de quoi exactement? Et qu'est-ce que moi j'ai fait encore? Et quand un homme dit à la femme, je veux te parler, la femme se dit, mais qu'est-ce qu'il a encore fait? La femme ne dit pas, qu'est-ce que moi j'ai fait? Il a encore fait quoi? Oh, il y a quoi? Et si vous ne comprenez pas ces choses-là, mes frères, vous allez mourir. Les femmes, on ne blague pas avec elles. On ne joue pas avec elles. Non, tout ce que tu fais chez elle, elle peut te le multiplier par 10 ou par 100. Imagine que toi, tu donnes juste le sperme, mais elle te donne un enfant 4 kilos de sang. T'as vu, hein? T'as vu ce que c'est? Bah, tu donnes 10 francs, elles peuvent te le tourner et comme 1000. Bien évidemment, il y a des mauvaises femmes aussi, oui, mais naturellement, la femme, c'est comme ça. Alors quand tu commences à vouloir jouer avec elle, au monde se et ainsi de suite, le jour où elle dit bon, et comme il se tourne, même Satan et les diables, vandi, papier, mais oh, ma somme fallait bien en 2027, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc du coup, j'ai un respect profond pour les femmes et donc j'essaie de ne pas m'amuser. Je ne pas m'amuser. Parce que dans la plupart des cas, elles savent qu'on ment. Les femmes savent que les hommes mentent, elles savent. Mais elles ne veulent juste pas te contrarier, elles savent. Si elle veut t'attraper, elle t'attrapera. Si non, on a tamouké. Mais elles ne veulent juste pas aller jusque-là. Et quand elles ne veulent pas aller jusque-là, vous les hommes, vous pensez que vous avez danger, ça veut dire que vous avez maître, tu as élève dans l'école Moroboué. Est-ce que vous avez ma 600 déjà? Donc tu ne feras pas ça. Vous ne ferez pas ça. Tu ne peux pas faire ça. Deuxième commandement. Commandement suivant. Tu ne publieras pas de vidéos ou de photos intimes de ton partenaire après une séparation. Ces choses sont plus ou moins simples, mais ça dénote aussi de qui nous sommes en réalité au fond de nous. Vous avez été ensemble. Moi, je me pose toujours la question. Tu as été ensemble avec quelqu'un. Vous avez partagé des bons moments. Vous avez qui bien. Il t'a envoyé ces photos et ces vidéos dans les cadres de vos sentiments. Dans les cadres de votre amour, de votre relation. À partir de quel moment vous avez un problème et tu te permets de publier ces photos-là? À un moment donné, il faut grandir, il faut grandir. C'est de l'immaturité la plus extrême. Parce que la femme qui t'envoie de nudes ou la femme qui t'envoie de photos, tu n'as pas l'idée de combien d'hommes demandent de la banque, mais il n'y aura pas raté. Parce que nous, dans notre l'homme, malheureusement, l'homme a tendance à croire qu'une femme qui vient vers elle, ça dit elle va vers tous les hommes comme ça. Non. Il y a des femmes qui ne sont faibles que pour toi, pas pour tout le monde. Que pour toi, parce qu'à un moment donné, elle t'aime, elle s'ouvre, c'est toi qu'elle aime.
devant yo, principe eza penzate. Mais tout le monde bundaka pour que bazota lisolo na yekaka. Mais toi, tu prends ces vidéos-là, tu les publies. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Oh non, parce qu'elle m'a trahi. Non, mais qu'est-ce qu'elle t'a trahi? Une relation a un début et puis une fin. Vous vous êtes aimés, vous allez certainement vous séparer. Et d'ailleurs, la plupart des cas, c'est que dans 85%, les premières relations ne sont pas les dernières. Dans 85% des cas, ou dans 95% des cas même, les études ont prouvé que les premières relations ne sont pas les dernières. C'est des exceptions que l'on a quand c'est... Voilà. Donc ça veut dire qu'une relation, quand elle commence, elle peut aussi s'arrêter. Et vous devez le mettre dans l'esprit. N'oubliez pas que toutes les relations ne conduisent pas au mariage. Non. Certaines relations sont des relations écoles. C'est des relations qui vont t'enseigner, qui vont te forger, qui vont t'aider à comprendre et à comprendre la vie, à ne pas baisser la garde. J'aime cet adage qui dit, la personne qui t'a beaucoup aimé dans la vie t'apprendra à... La personne que tu... Non, c'est la personne que tu as beaucoup aimé dans la vie t'apprendra à ne plus jamais aimer de cette façon-là. Vous comprenez? C'est-à-dire que la vie, c'est comme ça. Mais vous n'allez pas utiliser les éléments envoyés en temps de paix pendant que vous êtes en guerre. C'est de l'immaturité. La capacité de votre vie, disons, de votre maturité, s'élève aussi au niveau de dire, on choisit les armes. Que l'arme que j'utilise contre tel. Non. C'est de l'enfantillage. Et je le vois souvent, les grands messieurs, il a 40 ans, il a 50 ans, mais il publie une fille. Petit na boinga, lingi jona na relaxaye, na publie une vidéo naïe. Mais c'est quoi cette histoire? Et c'est parce que dans ce pays, on n'a pas encore atteint le niveau de la répression de ces actes-là. Il a été prouvé que toutes les personnes qui se retrouvent dans les sextapes, dans les scandales de sextapes, dans les scandales de tout ça, c'est des victimes. Ça a toujours été une vidéo, une photo que quelqu'un d'autre a publiée. Pas que toi tu as publié, mais quelqu'un d'autre. Et en principe, on devrait sanctionner les diffuseurs. Celui qui a publié la photo devrait être véritablement sanctionné. Ces bêtises-là, en France, ça ne se passe pas pourquoi. Ou aux États-Unis, ça ne se passe pas pourquoi. Ou pas de cette façon-là, avec cette propension, pourquoi. La sanction, elle est grave, elle est sévère. Elle est exemplaire. Je peux t'envoyer mes photos ou mes vidéos, mais tu n'as pas le temps de les publier. Le jour où tu le publies, je te fais arrêter, quoi. Mais chez nous, non. Chez nous, c'est la personne qui est dans la vidéo qu'on arrête. C'est la personne qui est dans la vidéo qui perd son travail. C'est la personne qui est dans la vidéo... Non, non. La personne qui est dans la vidéo est, comme on appelle, victime de l'acharnement, victime voilà, du chantage. C'est pourquoi je voudrais dire à ceux-là qui se retrouvent aujourd'hui dans les sextapes et ainsi de suite, ne vous tuez pas. Ne vous donnez pas la mort pour ça. Réveillez-vous, continuez, levez-vous et avancez votre vie. Parce que ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Du moment où tu penses faire des vidéos, sache qu'un jour, ça peut arriver. Donc si tu ne veux pas que tes vidéos se retrouvent un jour à la portée de tout le monde, ne le fais pas. Parce qu'il n'y a qu'une seule façon pour que tes vidéos ne se retrouvent pas entre les mains des gens, c'est de ne pas le faire. Mais il y a des gens qui prennent des vidéos, une vidéo na Kobatama. Vous êtes dans votre moment d'intimité, il profite, il allume sa caméra, il te prend une vidéo comme ça, par surprise. Mais des gens comme ça, c'est quand même voilà, dégradant, quoi. Parce que là, tu n'as pas de barrière. On va dire, l'abstinence, c'est bien bon, mais ça peut arriver à tout le monde. Alors ne vous tuez pas pour ça. Levez-vous, continuez votre vie. C'est vrai, au Congo, l'information dure 3 jours, 4 jours, 5 jours. Tout au plus une semaine, ça va passer, quelqu'un d'autre va commettre la bêtise et il va te remplacer. Toi, tu vas partir un peu. C'est comme ça, nous sommes dans une alternance. Voilà, donc, sur les bébés lieux, Zara calme. Au soufflet. Ouf. Il n'y a qu'une seule personne dans le Congo, où il fait 3 mois, je ne citerai pas son nom. Il y a peut-être du Yombo, mais c'était lui. À chaque fois qu'il y avait une nouvelle, lui, mais à un moment donné, on se disait, mais vous voyez, il n'y avait que lui. Mais à part lui, tout le monde, regardez vous-même, le temps de la propagation de la rumeur au Congo ou d'un scandale, tout au plus 3 jours. Ce qui est belé 4 jours. D'accord? 4 jours ou 5 jours. Et puis c'est fini.
quelqu'un d'autre va tomber sur une affaire, il y a un jeu, il y a un côté, il n'y a pas ça, il y a un mandat. Mais ça là, 3 mois. Mais le problème, c'est que quand ça t'arrive, tu as l'impression que le monde tourne, que le soleil est jaune, et c'est très compliqué. Et là, ce qui me fait rire, c'est tu vois les regards des gens. Il va écouter tous les conseils du monde. Et là, même ceux... C'est pas possible. C'est ça que nous, je dis que les gens sont méchants. Même ceux qui font la pire des bêtises que toi, ils commencent à te donner des leçons. Bon, c'est... Oh oh, mais c'est pas possible. On est dans une société où, tant qu'on t'a pas arrêté, tu es sain. Tu peux donner des conseils aux gens. Tant qu'on t'a pas arrêté... Mais c'est pas bien. Il faut juste savoir que tu ne publies pas les photos des gens et ce n'est pas bien. Le commandement suivant. Voilà. Tu ne coucheras pas avec la fille de ta femme. Ah. Il y a des gens qui n'ont pas de cœur. Il y a des gens qui n'ont pas de cœur. Ma femme a un enfant. Je l'épouse. Je l'amène chez moi à la maison. Nous vivons ensemble. Et cet enfant-là vit avec nous. Et je commence à arrêter de regarder cet enfant-là comme mon enfant. Je commence à regarder cet enfant comme une femme. Mais ça, c'est une anomalie. J'ai envie de dire comme les jeunes français disent, mais non, c'est une dinguerie, quoi. Parce que moi, je ne peux pas... Non, mais je ne peux pas comprendre. Écoutez, l'enfant de votre femme, même s'il a eu avec un mbanda, tu ne corrigeras pas la faute de ce mbanda-là par cette fille-là. Je l'entends souvent. Moi, papa n'a pas capacité. Ils ont 2 corps. C'est 2 personnes distinctes. C'est ça le malheur que nous avons en voulant faire du mal aux autres par d'autres personnes, à travers d'autres personnes. Non. Si tu as un problème avec le père de cet enfant-là, va le rencontrer comme un homme. Mais tu ne vas pas torturer un enfant de quelqu'un pour faire du mal à son père. C'est une bassesse, mais énorme. L'enfant de ta femme, peu importe ses rondeurs, peu importe sa poitrine, peu importe le dessin de son corps, c'est ton enfant. Tu ne peux pas mettre la main sur lui ou sur elle. Quels que soient les cas. Le problème, c'est la programmation de la tête, de ton esprit. Lorsque tu as programmé dans ton esprit une bêtise, la bêtise va s'accomplir. Mais lorsque tu n'as pas programmé ça, mon frère, tu peux nager avec l'enfant de ta femme dans une même piscine et aucune histoire ne va se passer parce que tu n'es pas prédestiné. Tu n'as pas arrangé ça, préparé ça. Tu ne peux pas. C'est ton enfant. Tu ne peux pas commencer à faire des pièges, comme j'entends souvent. Tu sais que vous n'avez pas de douche ou vous n'avez pas des infrastructures plus ou moins aisées. Mais attends, arrange-toi pour ne pas rencontrer la jeune dame dans ces conditions. Vous avez une petite maison, elle dort au salon. Mais toi, tu veux te réveiller à 4 h du matin. Tu veux faire quoi? Quelles sont tes intentions? Parce que quand on est dans ces conditions, on ne va pas dire, non, 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 tu fais tout dans ta chambre. Tu t'arranges dans ta chambre. Et quand tu te lèves, c'est pour partir. Parce que si c'était ta propre fille qui dormait au salon là-bas, tu n'allais pas poser la question de je vais m'habiller où? Tu peux t'habiller partout. Tu ne feras pas de choses comme ça à ta fille. C'est dans la tête que ça se comprend. C'est là que ça passe. Avoir de la discipline, c'est de ne pas faire ce que l'on peut faire pour une raison X. Je ne peux pas à cause de mes principes. Mes principes ne peuvent pas accepter cela. La sœur de la femme, on l'avait déjà dit. Moi, je vous ai dit que j'ai une belle sœur, mais ouf, elle est belle. Elle est intelligente, elle est vraiment belle, elle est exactement comme ma femme. Mais Dieu seul connaît mon cœur. Je n'ai jamais imaginé une seule seconde une idée noire dans ma tête. Jamais. Moi, je viens d'une famille où on reste torse nu depuis le bas âge. Je vous ai parlé de ça ici. Donc, on reste torse nu, depuis le bas âge. Je me rappelle encore un ami qui lui était quelqu'un du message. Alors, vous savez, avec les gens du message, ils sont très rigoureux et ainsi de suite. Alors, il vient me voir torse nu chez moi à la maison à l'époque, j'étais jeune, plus jeune encore. Il dit, mais
Mais Christian, mon morceau, il est là, t'es là-bas. Il dit, pas, là, t'as. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Naza bien, on peut payer tout ça. Mais non. Mais ne connaît pas si bazar. Oh, où est le problème? On n'a pas fini de parler, mon petit frère. Celui qui est juste après moi, en fait, le petit qui vient après moi, Guigui. Il sort torse nu. Il dit, il n'a pas fini de parler. Le petit Kelly, il était encore tout petit, je crois qu'il avait 5 ans, 6 ans. Il sort torse nu aussi. Il dit, mais Christian, Ozali Kambou, mon grand frère Thierry est sorti torse nu aussi. Mais Ozali Kambou, t'es par hasard. Non, c'est pas fini. Fin de compte, c'est mon père qui sort lui-même torse nu. Il dit, mais je dis, tu vois, ça vient de là. Nous, on est habitués comme ça n'a pas de gêne. Je ne suis pas gêné, je suis éduqué comme ça. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Ça veut dire que chaque famille a ses habitudes. Nous, on a grandi dans ces conditions-là. Donc, ce n'est pas du tout un problème pour moi. Et quand j'ai grandi, je me suis marié, j'avais ces mêmes habitudes de rester torse nu. Alors, quand tu as épousé une Mukongo, c'est une affaire. Donc, m'attendons. Mais fais pas grave. Je dis, mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. Mais pour te mettre à l'aise, hein, je veux me conditionner. Donc du coup, parce qu'il est arrivé des moments où je suis torse nu, mais Christelle, elle a dit sur le matin, 3 polos pour nous. Là, tu vois un peu, donc c'est pas vraiment mon truc, mais bon, je le fais pour elle. Et c'est comme ça aussi. Et ce sont des disciplines que l'on a, parce que nous ne voulons pas scandaliser les autres. Mais comment tu vas regarder la fille de ta femme différemment? Comment tu vas acheter des sous-vêtements à la fille de ta femme? D'abord, comment tu as vu sa taille? Comment tu t'es imaginé ça? Vous voyez comment vous vous mettez dans les pétrins vous-même? Oh non, mais dans mon équipe, sous-vêtements, non, mais attendez. Ces choses-là, laisse à la maman. Il y a des choses, d'inviter comment les gens, quoi. Tu ne peux pas acheter les sous-vêtements à la fille de ta femme. Parce que ça suppose que tu as vu ou tu as imaginé sa taille. Et que la malchance pour toi, c'est que si c'est vraiment à sa taille, elle est caillée à ta, ou est dans la pension moukier, on peut comprendre que c'est l'intérêt d'un père. Mais Koki Pena, juste. Ça veut dire que toi, tu l'as regardé dans 3D. Au Tali Pena, aller, retour, circonférence, non, mais écoutez, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas du tout bon. Évitez ça. D'accord? Évitez. Et ça commence toujours par des petites choses. La voir danser, ça commence toujours par là. Un autre regard. Vous savez, un jour, David est au sommet de sa maison et tout, et il voit une jeune dame se laver. Si David avait vu, la première fois quand David a vu, c'était pas un péché, hein. C'était normal. Elle est qui? Mais le mal a commencé quand il a regardé à nouveau. Le deuxième regard, c'est ça le regard interpellateur. C'est ça le piège. C'est là où la sollicitation commence. C'est là où tu commences à voir différemment des choses que tu n'as pas vues au premier regard. C'est là que ça commence. C'est pourquoi il faut que vous puissiez vous interdire le second regard. Le premier regard, c'est comme ça au hasard. Le deuxième, c'est la recherche de la précision. C'est là où c'est ce qu'on appelle la contemplation. Ça commence par là. Et la contemplation, le sens opposé de ça, c'est la sollicitation du mal. C'est là que tu commences à voir le trait de son corps. Tu commences à voir qu'elle a des poils. Tu commences à voir qu'elle a quand même... Oh, mais cette fille, elle est quand même... Et c'est là commence comme ça. Alors la fille de ta femme, évite. Elle va se laver. Tu attends qu'elle sorte de la douche avec une serviette qui touche le corps, qui dit absorber un peu de l'eau derrière son dos, et ça dessine, et toi tu es en train de regarder. Tu penses que tu es un robot? Ou tu penses que tu es une machine? Tu vas succomber et tu vas créer un scandale. Ne le faites pas. Évitez-vous des rapprochements inutiles. Évitez-vous ces rapprochements-là. Ce n'est pas important et ce n'est pas bien. Évitez-vous des conversations idiotes. Des conversations genre, mais tu as grandi. Est-ce que tu as des copains? Pourquoi? Est-ce qu'on t'a fait la cour aussi? Les gens te disent quoi? Tu veux devenir un moralisateur de cette jeune dame-là? Non, elle est encore jeune. Elle a besoin de découvrir beaucoup de choses. Et ce n'est pas toi de lui faire découvrir ces choses-là. Laisse que sa maman le fasse. Il faut éviter soupçon et il faut éviter. Il faut éviter. Très bien. Le suivant. Tu ne coucheras pas avec l'ami de ton mari
de ton petit ami, car cela peut engendrer des conflits. Ça, c'est pour les femmes. Les femmes, surtout les femmes, quand l'ami de son ami, l'ami de son petit ami ou l'ami de son mari est beau, ou il a un peu de moyens, ou il a un peu d'argent, la femme commence à montrer certaines faiblesses et tout ça. C'est très dangereux, quoi. C'est très dangereux. Ça crée des vrais problèmes, ça crée des vraies tensions. Une vraie femme n'est pas l'amie des amis de son époux. Non. La femme qui se respecte, c'est mettre des limites. D'abord, une femme qui se respecte n'entretient pas de relation avec les amis de son mari. Non. Non, mais vraiment non. Sauf dans des cas exceptionnels. Ton mari n'est pas rentré de la maison. Il est 23 h, tu t'inquiètes. Tu peux appeler son ami pour savoir mon mari est où. Mais point barre. Ce n'est pas comment tu vas, je voulais juste te saluer. Non, ce n'est pas ton ami. C'est l'ami de ton époux. Il n'y a pas de relation comme ça. Et vous, cher mari, cher époux, chers camarades, ne permettez pas que vos amis contactent vos femmes sans vous. Ne le permettez pas. Comment un ami peut venir rendre visite à ta femme sans t'en parler? Tiens, Monsinabiso, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de Monsinabiso. C'est ma femme et toi tu es mon ami. Point. Il ne faut pas accepter des compliments bêtes. Ton ami ne peut pas apprécier les derrières de ta femme. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Peu importe votre amitié, il faut qu'il y ait des limites. Ta femme, c'est ton intimité. Ton ami, c'est l'autre côté de l'intimité. Ils ne peuvent pas se rencontrer. Les deux oreilles ne s'entendent pas, ne se rencontrent pas. Mettez la limite. Il ne peut pas commencer à dire, mais ta femme a des bassins. Ouf. Au Penza. Non, non, non. En réalité, c'est que le jeu dans lequel il est placé, il s'est mis. Tu ne le connais pas. Il cultive ça comme ça. Il faut l'arrêter immédiatement. Moi, c'est Mouninga, Batala Kaina Moussika, et Batosa Kaina Moussika. Comment se fait-il que moi, je suis en train de danser dans une fête avec ma femme, et toi, tu viens, tu prends ma femme pour danser avec elle, et tes mains sont justement dans les courbures gracieuses de ma femme. Mais je ne sais pas comment ça va se passer, on ne sait pas où ça va nous amener. Et qui va séparer cette histoire? Non, il faut à un moment donné avoir de la personnalité. Il faut avoir une zone qu'on ne touche pas. Une zone dans laquelle on n'entre pas. Quel que soit les degrés de l'amitié. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Comment se fait? Comment c'est? La légèreté, nous, on a des parents. Mais dans mon noté que camarade papa n'a pas aussi, moi c'est papa, non. Aussi mbaté. Aussi mbaté. Ceux qui sont bien, on saint. Ici, aux épaules. On ne peut pas toucher. Non, tu ne peux pas toucher là-bas. Ce n'est pas possible. Je ne permettrai pas. Et vous aussi, ne le faites pas forme des autres. Des autres, non. Comment? J'ai vu même des hommes, des amis, aller boire ensemble. Le mari n'est pas là. Donc, moi, si c'est quoi cette bestialité-là? Et puis ils disent, non, vous allez à Bongo. Tout ça. Il faut éviter ça. Et pour vous, les jeunes gens, les jeunes garçons, vous avez des copines, d'accord? Si une copine a un meilleur ami garçon, c'est dangereux. Ne l'accepte pas. Il ne faut pas que tu acceptes ça. Ça peut choquer les gens, mais n'accepte pas ça. N'accepte jamais. Sinon, pose-lui la question si sa maman a un ami garçon. Sa maman n'a pas d'amis garçon. Pourquoi elle aura des amis garçons? Pourquoi? Des connaissances, oui. Mais du moment où j'entre dans ta vie, je dois être le seul homme de ta vie. Le seul. Le seul. Et tu n'as pas besoin d'avoir honte pour ça. Ne va pas dire non, on va dire que je ne suis... Non, 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 non. Dans ces histoires-là, il n'y a pas de... Non. Ma femme n'aura pas d'amis garçons. Christelle, elle sait que même si elle dort, elle se réveille, elle sait qu'elle n'aura jamais des amis garçons, jamais. Pas parce que je perds d'eux, je ne peux pas avoir peur d'eux. Ils ne me feront rien du tout. Je ne peux pas avoir peur d'eux. Parce que même s'ils prennent ma femme, ce n'est pas moi qu'ils ont pris. C'est ma femme qu'ils ont pris, ce n'est pas moi. Donc je ne vais pas perdre d'eux. Je ne vais pas perdre d'eux. C'est eux, c'est le choix de ma femme, ce n'est pas moi. Mais tant que je suis là, il n'y aura pas. Non. Mon fils, Christian Philippe, il me dit, papa, l'ami de maman est venu. Qui? Avec eux à la fin ou sans eux? Sans eux, papa.
Ah, Nzambi. Si ma bonne, oh, on suit un autre truc, parce qu'il y a des choses comme ça, quand tu en parles, tu penses à... Tu peux appeler maintenant au téléphone. Allez, tu ne trahiras pas la confiance de ceux qui t'ont accordé la leur. Oui, on vit dans un état, on vit dans une société, on vit dans un monde où les gens ne savent pas c'est quoi la confiance. Les gens ne savent pas c'est quoi la confiance. Ce n'est toujours pas par naïveté, ce n'est toujours pas par faiblesse que l'on fait confiance. Parfois, on fait confiance par éducation, tout simplement. Par amour que l'on a pour l'autre, par le respect que l'on a pour l'autre, on te fait confiance. Mais tu ne peux pas trahir la confiance de quelqu'un. C'est difficile de faire confiance aux gens. Alors, ne venez pas détruire cette confiance-là qu'on vous a donnée. Quelqu'un t'a fait confiance, essaie de respecter ça. Ne détruis pas cette confiance-là. Parce que le problème avec la confiance, c'est qu'une fois que tu as déjà trahi, la personne ne pourra plus te faire confiance, malheureusement. Même lorsque tu reviens avec toutes les paroles du monde, avec toutes les explications du monde, mais celui qui a trahi, trahira. Vous comprenez? Quelqu'un disait, on te jugera à la mesure de la confiance qu'on t'a donnée. Si je t'ai fait beaucoup confiance, je veux m'éloigner de toi de la manière la plus grave, quoi. La confiance, c'est aussi la capacité de dire à l'autre, hein, ça, je ne peux pas faire. Ça, je ne le ferai pas. Mais parce qu'il m'a fait confiance. Moi, je te dis, mon frère, rentre dans ma chambre. Tu viens, tu rentres dans ma chambre, et ainsi de suite. Mais après, je rentre comme ça, je trouve qu'il y a des choses qui étaient dans ma chambre et ça a sauté. Tu as un problème d'argent. Tu dis, il son bon. On appelle sur moi. Et comme on c'est là, son bon. Et comme il a qui tu es, qui tu fréquentes. C'est compliqué. C'est ça c'est ça ce qu'on dit, détruire la confiance de quelqu'un. Je te fais rentrer chez moi à la maison. Au lieu que tu restes tranquille dans ma maison, tu commences à faire des bêtises. Je t'ai présenté ma femme. Je te dis, vieux, grand frère, c'est ma femme. Et puis j'apprends après, tu cours après ma femme. Tu vois? C'est-à-dire que tu détruis la confiance, même le respect. Parce que ce que vous ne savez pas, ce que l'absence de la confiance crée, c'est l'irrespect, la déconsidération. Si je n'ai plus confiance en toi, il n'y a plus de considération. Je te dis que je te vois comme un absent. Et c'est là que vous dites, ah, mais tu as trahi ma confiance. C'est-à-dire que tu ne le mérites pas. Tout ce que tu m'as fait, vous comprenez? Et vous allez voir quelqu'un te rendre le bien que tu lui as fait. Toi, tu penses qu'il te rend le bien par le bien. Non, il te rend le bien parce qu'il en a assez. Il veut juste se débarrasser de ce que tu as fait pour lui. Ok, il n'y a pas de problème. Et tu vois, un jour, il te donne le véhicule, tu penses qu'il n'y a pas besoin que c'est lui pour... Non. Il te rend ça pour qu'il soit libre. Pourtant, quand on fait des dons, on ne le fait pas en termes de la quantité, on le fait en termes de la qualité. Quand je te donne une bouteille d'eau quand tu as soif, ce n'est pas parce que la bouteille d'eau coûte 100 francs, mais c'est le besoin que la bouteille d'eau a résolu en toi. Mais si tu me fais du mal, tu me trahis, tu touches à mon honneur, tu touches à ce que j'ai le plus précieux, le don que tu m'as fait n'est plus le don. Ça commence à être comme une charge pour moi. Et je me battrai pour te le rendre, afin que je me sente libre maintenant et en position d'agir. C'est que les gens ne comprennent pas ce que la confiance, quand vous l'avez détruit, qu'est-ce que ça fait dans le cœur des gens? Ça fait mal quand on a trahi notre confiance. Même toi, à qui j'ai fait confiance? Entre nous, mais tu vois un peu. C'est ce qui dérange les gens. Mais tu dis aux autres, il n'y a pas l'indiscrétion, mais vous n'avez aucune idée. Comment ça fait? Je te dis à toi une chose, je pense que tu es quelqu'un de mature, que tu vas garder ça pour toi, qu'on va être ensemble. Voilà. Mais toi, tu prends la même chose, tu dis aux autres. Tu dis, oh là là, oh là là. Surtout les histoires de messages. Aujourd'hui, vous savez pourquoi les gens sont dans les vues uniques, dans les éphémères. Mais c'est à cause de l'indiscrétion. C'est justement à cause de l'indiscrétion. Ce que même WhatsApp et les autres ont remarqué que les gens se sont plaints du fait que je t'envoie une vidéo, tu prends la vidéo, tu la transfères à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi on a inventé cette histoire de vue unique. Comme ça, tu ne regardes que toi-même. Et puis, oh, maintenant, regardez, les hommes qui ne font pas du mal, quand tu lui envoies une vidéo en vue unique, ils disent, ah, on a confiance dans la tête. Mais ce n'est pas sa faute. On vit dans un monde comme ça. Celui qui est venu avant toi avait la même image que toi.
C'était quelqu'un de bien, quelqu'un à qui on pouvait croire. Mais il nous a fait des choses. Il nous a enseigné les Chinois. On a vu ce qu'on ne pouvait pas voir. On a vu des choses qu'il ne fallait pas voir à midi. Mais on a vu ça à midi. Pourquoi? Parce qu'on a fait confiance. Est-ce que les gens peuvent encore être discrets? Est-ce que les gens peuvent encore garder un secret entre nous? Regardez comment on fonctionne. Je t'envoie un message. Tu prends le message, tu montres à quelqu'un d'autre. Ah, comment les gars, t'as un goût. Tu vois, secret n'a un goût. Mais non, après ça décourage. C'est pourquoi les gens ont des trucs 24 heures. Je suis même convaincu que, regardez, dans 6 mois, on aura des trucs de 2 heures. WhatsApp arrivera à un moment donné, ça sera des messages instantanés. Retenez la date d'aujourd'hui. Il y a déjà des applications qui sont instantanées. WhatsApp arrivera là. Dans les autres mises à jour que WhatsApp fera, ça sera des messages instantanés. Aussitôt lus, aussitôt effacés. Et ça sera à un moment donné où tu essaies de faire la capture, on m'envoie l'accusé de réception. Il a fait une capture. Comme ça se passe avec, on m'a dit, avec Snap ou tout ça. Tu vois un peu? Le problème, c'est parce qu'on vit dans un monde indiscret. Et c'est tout le problème. Autre chose. Ne fais pas de mal à ceux qui ne t'ont rien fait. C'est une source de malédiction. Ne faites pas de mal aux gens qui ne vous ont pas fait du mal. Avant de faire du mal à quelqu'un, pose-toi la question. Qu'est-ce qu'il m'a fait pour qu'en retour que je lui fasse du mal? Vous allez blesser des gens qui ne vous ont pas blessé. Vous allez faire du mal aux innocents. Aux gens qui ne vous ont fait aucun mal. Et vous savez, le scandale, c'est quoi? Généralement, le problème, c'est lorsque nous commençons à faire du mal aux autres, alors que les autres ne nous ont même pas fait du mal. La malédiction commence par là. Il y a des gens, quand ils pleurent, Dieu entend facilement et il agit directement. Et votre vie commence à devenir un problème. Ne faites pas, retenez ça, ne faites pas du mal aux innocents. Ne faites pas du mal à ceux qui ne vous l'ont pas fait. Et pire encore, ne faites pas du mal à ceux qui vous souhaitent le bien. Ça, c'est la pire des malédictions. Ne faites pas du mal à ceux qui vous souhaitent le bien. C'est très important. Évitez cela. Autre chose, il faut qu'on finisse au moins tout ça aujourd'hui, comme ça on est quitte. Ne participe pas à un complot contre quelqu'un que tu ne connais pas. Ça, on n'a pas besoin d'aller plus loin, vous savez. Qu'est-ce que toi tu as à voir? Pourquoi on va te demander à toi de le faire? Pourquoi? Pourquoi on va te demander à toi de faire ça? Ne fais pas, n'entre pas dans des complots inutiles. Quand ce n'est pas toi, n'entre pas dedans. Ça va? Commandement suivant. On va aller un peu plus vite. Ça, on l'a déjà dit. Autre chose. Préserve-toi du mal afin qu'il ne puisse pas passer par toi. Oui, le mal arrivera. Oui, les problèmes arriveront. Mais faites de votre mieux pour que ce problème-là ne passe pas par vous. Même la Bible le dit, le scandale arrivera, mais malheur par qui le scandale passera. Ne soyez pas le canal par le mal. Le canal du mal, pardon. Oh, balingiba boma Christian, ok. Bosala obinomo ngana kota mambonate. Ote yo bengaka na téléphone, aya, biso to s'occuper na. Non, 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 non. Ne rentrez pas dans ces choses-là. Nous sommes en train de chercher quelqu'un, alors, Madame Grâce, appelle-le. Ne fais pas ça, madame. Tu entends? Ne fais pas. Dites-leur, faites ça vous-même. Je n'entrerai pas dans ces choses-là. Parce que quand tu participes à l'accomplissement d'un mal, rassure-toi que le mal te reviendra. C'est comme ça. Celui qui sème le vent et récolte la tempête. On passe à autre chose. Voilà. Je voudrais même qu'on pourra s'arrêter même ici, si possible. L'ennemi de ton ami n'est pas forcément ton ennemi. Fais-toi ton propre jugement. Ne soyez pas des amis aveugles. N'entrez pas dans des combats que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. La maturité et la sagesse voudraient que tu comprennes que tu ne peux pas t'engager dans une lutte quand tu ne connais pas les tenants et les aboutissants. J'entends souvent dire, l'ennemi, hein, on dit quoi? L'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. Hein? Non, oui, l'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. C'est ça? Ou l'ennemi de mon ami, oui, l'ennemi de mon ami, c'est mon ennemi. Ah non, non, non. Ça, c'est quand vous êtes un homme, voilà.
l'ennemi de mon ami n'est pas mon ennemi, n'est pas forcément mon ennemi. Jusqu'à ce qu'il m'implique dans leur bataille, alors en ce moment-là, oui, je me défendrai. Mais je me défendrai toujours pour ma part, pas pour la part de mon ami. Jusqu'à ce que je sache exactement qu'est-ce qui les oppose. Parce que le problème qui vous arrive souvent, c'est que vous entrez dans des guerres inutiles, sans que tu saches les tenants et les aboutissants. Les gens perdent le combat, pas parce que l'adversaire est fort. Parfois, la cause est perdue d'avance. Si ton ami est dans le faux, même si tu l'accompagnes, vous allez périr tous dans le faux à cause, non pas de la force de son adversaire, mais à cause de la nature de la cause. Quelle est la cause? Ton ami est allé violer. Il a violé la sœur de quelqu'un d'autre. Il a engendré une inimitié. Et on veut lui faire du mal. Et toi, tu dis non, c'est l'ennemi de mon ami. David, c'est mon ennemi. Non. Et tu vas te ranger derrière ton ami pour combattre celui-là. Lui, il combat dans la vérité, il combat dans la justice, il combat pour une noble raison. Mais toi, tu es dans quoi? Tant que les deux amis, tant que ces deux personnes-là n'ont pas réglé le problème-là, reste en dehors de ça. Prodigue à ton ami des conseils. Tu ne seras pas l'ami, bien évidemment, bien sûr. Tu ne seras pas l'ami de ce monsieur, de l'ennemi de ton ami. Mais tu n'es pas son ennemi. Ne pas être l'ami de quelqu'un et être son ennemi sont deux choses différentes. Vous comprenez? Je peux ne pas être ton ami, cher Paul. On ne peut pas être ami, mais on n'est pas ennemi pour autant. Et c'est là, c'est ce qu'on appelle la distance raisonnable. Je resterai distant vis-à-vis de lui parce qu'il est en conflit avec mon ami. Mais je ne serai pas en guerre avec lui parce qu'il est l'ennemi de mon ami. Non. La grandeur voudrait que vous puissiez situer les choses. C'est l'immaturité d'aller d'engager dans des débats inutiles. Où tous les ennemis de mon ami sont mes ennemis. Non, 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 non. Dans la vie, on évolue en faisant quoi? En élargissant son cercle d'amis et non en élargissant le cercle des ennemis. C'est pas bien. Et ça, c'est des valeurs que vous devez garder au fond de vous. Tu veux que je sois ton ami? Parce qu'il y a des moments où nous sommes bien comme ça. Et je dis à Paul, Paul, ce monsieur-là m'a insulté, tu ne parles plus avec lui. Ah non, non, non. Cher Paul, même si moi je te le dis, dis-moi, président ou maître, je comprends que tu n'aimes pas trop bien, tu n'aimes pas trop ces messieurs, mais jusque-là, moi, il ne m'a encore rien fait de mal. Je ne serai pas son ami, certes, mais de là à devenir son ennemi, non, non, non. Non, 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 je ne le ferai pas. Vous comprenez? Et moi, d'ailleurs, je ne peux pas vous demander ça. Et mes amis le savent. Tous mes débats, toutes les attaques que je reçois, je les absorbe seul. Et je ne dis pas aux gens, allez le faire. Non, 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 je ne le ferai pas. C'est vrai, humainement, quand quelqu'un ne m'aime pas, quand quelqu'un me déteste, quand quelqu'un ne me supporte pas, ou il m'insulte tous les jours, je ne serai pas très à l'aise si je vois Paul, par exemple, avec lui. D'accord? Je ne serai pas très à l'aise. Parce que je me dirais, mais Paul sait que le gars m'insulte. Paul sait que le gars ne m'aime pas. Mais pourquoi Paul est avec lui? Pourquoi il y a cette proximité? La proximité de Paul peut me déranger. Mais je ne peux pas aller jusqu'à demander à Paul d'être l'ennemi de ce monsieur-là. Parce que si je le fais, Paul, je te manque du respect. Si je le fais, je te manque de respect. Il faut que je te dise des choses clairement. Paul, je ne suis pas très à l'aise que tu sois ami de ce monsieur-là. Oui, président, je comprends, mais je ne suis pas ami, on parle juste. Bon, ok. Mais je ne peux pas t'imposer, te dire non, 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 tu ne parleras plus. Non, c'est des choses qui se font naturellement. Quand je sais que Esaïe et Paul, vous avez des problèmes entre vous, et que je suis très proche d'Esaïe et pas assez proche de vous, tout ce que je vais faire, la sagesse voudrait que je m'éloigne de vous. Le temps pour moi de vérifier qu'est-ce qui ne va pas entre vous. Et celui qui a tort, je viendrai vers lui pour lui dire, non, dans cette histoire, c'est toi qui as tort. Et si tu te fâches en disant, de toute façon, j'ai tort, oui, mais je ne veux pas te voir avec lui, alors je te dirai, mon ami, c'est à toi de voir. Je parle avec le gars, on est bien, on parle normalement. Je ne vois pas pourquoi je ne parlerai plus avec lui parce que vous avez des problèmes. Et il faut être franc avec les amis. L'amitié, c'est aussi la sincérité. L'amitié, ce n'est pas de faire semblant. Depuis que j'ai compris ces choses, mes amis, j'avais 16 ans. Je me rappelle avoir fait une bêtise que je ne ferai jamais de ma vie. Un grand frère m'a mis dans une bêtise comme ça et j'ai pris une décision qu'il ne fallait pas. Je me suis mis dans une histoire avec un ennemi que je ne voulais pas avoir un ennemi. Pour rien, bêtement.
Parce qu'il fallait que je soutienne un grand frère qui, lui, était dans la bêtise. Mais je l'ai appris plus tard. J'avais seulement 16 ans. Depuis ce jour-là, je me suis juré. Jamais de la vie, je prendrai des combats qui ne sont pas les miens. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Je prends une distance. Je te vois faire une bêtise. Mais non, je viens vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Alors, si je ne le connais pas, ça va encore. Mais on est dans le groupe ici. Je prends un exemple. Paul et Bob ne s'entendent pas. Et Paul me dit, non, président, on est très proches. Tu ne peux pas continuer à parler avec Bob parce qu'il ne m'aime pas. Je vais dire à Paul, mais écoute, c'est toi. Moi, Et vous allez voir que la plupart des bitumba au Zoranango, et ça bitumba na bino mokote parfois. Et ça bitumba tumsus. Parce que le camarade on a tenga bra kangele kanda. Ya li kambuni. Ya li kambuni. Togolia place mokote c'est vrai. Togobi na place mokote c'est vrai. Mais ti toko ba ennemi pour bino bozana na ennemi, toko pesa na mbote sur lingi. Et ta libino moko. Et c'est ça ce qu'on peut faire. Donc voilà un peu Paul, on va s'arrêter là.